Les débatteurs aujourd'hui de Smartech sur le débrief, Alain Staron, président d'Artifil, Christophe Aulnet, senior advisor 72 et Julien Pillot, économiste, enseignant-chercheur. Philippe Latombe est resté avec nous, évidemment, député MoDem à la tête de la première circonscription de Vendée. Évidemment, vous pouvez participer au débrief de l'actu, vous êtes le bienvenu. On va commencer par la faillite spectaculaire de SVB, la Silicon Valley Bank qui s'écroule. C'est un choc qu'on n'a pas vu depuis 2008, la crise financière. Christophe, peut-être vous voulez commencer sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est arrivé et quelles conséquences ça peut avoir? Oui, alors très rapidement, d'abord, la Silicon Valley Bank, c'est pas une banque anodine, c'est la banque de la tech. Ça finance la moitié des startups californiennes. C'est vraiment la banque standard vers laquelle une startup se tourne. Et visiblement, elle prêtait très largement d'ailleurs aux startups. Elle prêtait, mais le problème ne vient pas tant de là. Il vient du fait qu'elle a une clientèle qui n'est pas très diversifiée. Et d'un autre côté, elle a eu un apport de cash extrêmement fort qu'elle a placé dans des titres, non pas toxiques, mais des titres de long terme, basés sur un taux d'intérêt qui n'était pas très intéressant à l'époque. Quand les taux sont remontés, ces titres ne valaient pas grand-chose. Au même moment, les startups ont eu besoin de cash et ont voulu retirer de l'argent. Et à ce moment-là, ils ont dû vendre à perte ces titres et ils ont dû déclarer une certaine perte qui a créé une inquiétude et une sorte de bank run qui fait qu'il y a 42 milliards qui ont été voulu être sortis de la banque et aucune banque ne peut résister à ça. Et donc, on a eu affaire à une situation un peu particulière avec une non-diversification, une erreur de gestion en termes de... Il était important pour la banque de pouvoir à tout moment avoir une liquidité pour pouvoir honorer des retraits. Elle n'était pas dans cette position-là. Donc, c'est vraiment une faute de management, mais pas sur des actifs toxiques, plutôt une erreur assez majeur d'équilibrage des actifs. Et puis d'un autre côté, un contexte qui fait qu'il y a eu ces volontés de retrait. Mais ce qui est intéressant, ce qui est assez unique dans ça et qui doit vraiment nous interpeller, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est passé. Il y a ce matin dans les Échos, il y a une analyste qui parle de swipe crash et non pas de bank run. C'est-à-dire qu'autrefois, les gens se précipitaient dans les agences pour retirer de l'argent. Là, c'est avec en plus une clientèle ultra connectée qui, un swipe, a bougé son compte d'une banque vers l'autre et en 24 heures, il a fallu fermer la banque. Donc je pense qu'il y a des vraies questions autour de ça, en plus des questions que ça pose pour le financement de la tech en général, parce que d'autres banques vont prendre le relais. Seront-elles aussi accommodantes avec les startups que l'était la Silicon Valley Bank quand on sait aujourd'hui, imaginez, vous allez ouvrir... Alors pour l'instant, la tech en question financée par cette banque n'est pas laissée à l'abandon. On a le Trésor américain qui va venir à leur secours. Il a renfloué, c'est-à-dire qu'il est venu en disant, il a fait une ligne de... Il dit, ce ne sont pas les contribuables qui paieront, mais c'est quand même le déficit budgétaire américain, puisqu'ils vont financer 25 milliards pour donner un matelas qui fait donner du confort. Donc ça, c'est une chose. Mais à terme, il va falloir trouver d'autres établissements. Soit elle sera rachetée, soit les comptes iront ailleurs. Et quand on voit aujourd'hui... Vous pensez qu'il peut y avoir de la casse au sein de la tech en Silicon Valley? Une difficulté pour un certain nombre d'acteurs de la tech à trouver un partenaire bancaire, ne serait-ce que ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez ouvrir un compte en banque, vous voyez le chemin de croix que c'est. Demain, vous allez aller chez HSBC et leur dire, bon, j'ai une start-up... j'ai pas vraiment de bilan, je perds de l'argent, je prévois en plus d'en perdre encore plus, mais j'ai un financement, mais j'ai un ARR à vous présenter plutôt qu'un compte de résultat. Je pense que ça va être un peu compliqué, je crois. Mais disons que ça l'était moins en Silicon Valley jusqu'ici. Une réaction sur cette faillite? C'est effectivement, je souscris tout à fait. Pour les startups, ça va être plus compliqué. C'est très rare d'avoir des établissements bancaires compréhensifs, en tout cas qui connaissent la réalité d'une startup. Donc, Alain, vous avez une start-up, je crois. Oui, absolument. Donc, je sais de quoi je parle. Non, ceci étant, ça peut permettre aussi de rectifier certains abus qu'on a pu avoir avec des financements qui sont parfois dispendieux, très éloignés finalement des perspectives, ne serait-ce que réalistes, de réalisation des business models et de leur rentabilité. Donc, si ça peut permettre aussi, pardonnez-moi le terme, et de purger aussi quelques mauvais élèves dans l'économie de la tech, pourquoi? Parce que là, c'est quand même pas une bulle qui explose. On n'est pas face à des startups qui ont survendu leur modèle. Ces levées de fonds démesurées auxquelles vous faites référence, et je suis tout à fait d'accord avec ça,
c'était de l'argent qui arrivait sur le compte en banque de la SVB, qui l'a placé sur des actifs de long terme et qui, quand les startups ont voulu les retirer, il fallait qu'elles les vendent, elles vendent ces actifs à perte. C'est plus un défaut de gestion. Ça va certainement, ça peut effectivement assainir le marché, mais pas forcément sur ceux ça qui sont forcément tombé sur les aveugles. Juste en France, on redoute la contamination. Jean-Noël Barrot, notre ministre du numérique, a dit attention, je suis là, je surveille. Non, la contagion, elle est pas trop, c'est pas trop la crainte. En fait, la vraie crainte, et si on dézoome un peu, c'est que ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank est en train de se passer avec le Crédit Suisse, est en train de se passer avec un certain nombre d'établissements qui aujourd'hui sont exactement dans la même difficulté. Donc c'est pas lié à l'activité principale de la banque, soit pour prêter la tech, soit pour prêter. C'est simplement que les banques ont dans leur bilan des titres du Trésor qu'ils ont engrangés avec des rendements qui étaient des rendements négatifs pour un certain nombre d'entre eux, voire à peine positifs, et qu'aujourd'hui, quand ils ont besoin de liquidité, ces titres sont dévalorisés, et donc il y a une course ensuite en permanence. Et donc la vraie question, c'est est-ce que les banques centrales sont en capacité de sauver tout le monde, et jusqu'où il faut qu'ils aillent pour rassurer tout le monde et pour sauver un certain nombre d'établissements, et in fine, est-ce que les États ont la possibilité de pouvoir continuer à se financer à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Et donc la vraie question, elle n'est pas simplement sur le cas particulier de la Silicon Valley, même s'il y a ensuite des questions pour la tech, c'est sur l'ensemble du marché financier, et c'est ça la crainte d'hier sur le Crédit Suisse, et qui a provoqué des mouvements un peu je ne vais pas dire de panique, mais d'inquiétude sur un certain nombre de titres bancaires qui pourtant sont solides. Et parce qu'en fait, ils sont gorgés de liquidités, parce que le quantitative easing, parce que le quoi qu'il en coûte, parce que la crise Covid et tout ce qu'on s'est endetté, les États se sont endettés. Et en Europe, on avait des États qui étaient déjà fragiles. Et les Allemands ont une vraie difficulté là-dessus, c'est qu'ils ont engrangé dans leur compagnie d'assurance et dans leur banque, qui étaient déjà un peu fragiles, des titres d'Italie, de Grèce, et que ceux-là sont ceux qui sont les plus dangereux. Bon, effectivement, c'est la conséquence de l'afflux de cash et de cette hausse qui fait qu'ils ont placé à des taux d'intérêt. L'afflux de cash, ça, c'est le fait de cette activité quand même dédiée aux startups. Pour la SVB, oui, mais aussi parce qu'il y avait le quoi qu'il en coûte, les taux d'intérêt négatifs, il y avait des afflux de l'argent partout sur 2021 et début 2022. Donc voilà, cette évolution des taux d'intérêt est certainement une raison. Pour la Silicon Valley Bank, il y a un autre sujet qui est la dérégulation qui a été faite. C'est-à-dire qu'en fait, il a été considéré comme banque moyenne et non systémique. Et l'administration Trump a allégé les règles prudentielles. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes règles en termes de pourcentage d'actifs par rapport aux liquidités, enfin tous ces ratios. Ils n'étaient pas soumis aux mêmes contraintes que les grandes banques. Ils en ont largement abusé. Et là, évidemment, ça a été aussi un des éléments qui a précipité le problème. Merci pour ces éclairages très précis. On enchaîne avec notre autre actualité. On va parler de ChatGPT avec GPT-4 qui arrive, et aussi plus d'informations sur l'intégration dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft, puisqu'on a découvert que finalement, à travers Bing, les utilisateurs découvraient déjà sans le savoir cette nouvelle version GPT-4, donc beaucoup plus puissante, capable aussi d'analyser des images, donc des photos, mais aussi des graphes, des captures d'écran, avec les problèmes que ça a causé d'ailleurs, parce que sur Bing, on a eu quelques dérapages de l'intelligence artificielle, donc parfois le progrès va un petit peu plus vite que les garde-fous qu'on essaye de mettre en place. ChatGPT, sujet qui vous passionne, Philippe Latombe ? C'est effectivement le début de quelque chose. Le grand public se rend compte de ce que c'est que l'intelligence artificielle par quelque chose d'assez ludique. Se rend compte aussi des limites, parce que quand on l'a testé pendant 10 minutes, on voit bien qu'il y a des biais et des limites assez importantes. Je trouve ça bien parce que du coup, on commence à intégrer ce que c'est que l'intelligence artificielle, en tout cas le machine learning et la capacité d'apprentissage. Ça pose ensuite des questions d'inquiétude sur les métiers de demain, sur son utilisation. Oui, parce qu'en plus, on voit à peu près ce que c'est capable de faire, mais on ne comprend pas forcément très bien comment ça fonctionne et ce que ça fait. Julien ? Non, le sujet de l'intégration dans les moteurs de recherche, c'est assez intéressant parce que ça nous ramène finalement à une bataille concurrentielle qui, ces dernières années, en fait, a consacré l'hégémonie d'un moteur de recherche, en tout cas sur la partie occidentale qui est Google. Et aujourd'hui, finalement, pour pouvoir concurrencer Google sur ce marché-là, il y a deux façons de s'y prendre. Soit on change les usages et on se rend compte, par exemple, que chez la prime jeunesse actuellement,
Pour les recherches locales, Google n'est plus la porte d'entrée prioritaire, mais c'est plutôt des réseaux sociaux comme TikTok qui permettent de faire ce type de recherche, ce type de référencement. Ou alors, il faut s'attaquer à la disruption technologique et battre finalement Google sur ce terrain-là, c'est-à-dire remplacer cette technologie qui est plutôt la recherche de référencement naturel, la sémantique, par autre chose. Et l'intelligence artificielle peut se poser finalement comme une disruption potentielle. Que Microsoft mise énormément là-dessus pour essayer de faire son retard. C'est très malin. C'est plutôt bien joué sur le plan stratégique. Oui, en plus, ce n'est pas que le moteur de recherche, parce que Bing, clairement, est nulle part. Donc, c'est très bien d'essayer de... Mais intégrer ChatGPT dans la suite Office, c'est majeur. On en a déjà parlé l'autre fois. C'est-à-dire que les documents Word qui servent à chacun d'entre nous à nous exprimer vont devenir le moyen de faire en sorte que Chat s'exprime à notre place. ChatGPT s'exprime à notre place. Et donc là, c'est un changement de paradigme extraordinaire pour les comportements humains. ChatGPT 4, il réussit tous les examens de lycée. Donc ça pose une autre question sur qu'est-ce qu'on enseigne. Puisqu'on ne peut plus évaluer la qualité de l'enseignement, en tout cas comment les enfants ou les ados reçoivent cet enseignement. C'est simple, vous leur faites faire les devoirs sur table en classe. Oui, mais est-ce que ça sert? Mais voilà, après c'est plutôt comment on se sert. Pourquoi est-ce que comment on se sert de ce nouvel outil? On a eu ce débat, puis on a eu le débat aussi de la concurrence sur les offres de cloud, parce que c'est pas juste sur la recherche. Pour Microsoft, c'est vraiment un moyen de reprendre des places. Alors ça dit sur le cloud, ça va, ils sont pas en position de faiblesse, mais en tout cas un moyen d'asseoir encore plus sa position dominante. Oui, Microsoft est toujours très habile aussi dans ses capacités de rebond, parce qu'ils étaient nulle part avec Bing, et ils voient une opportunité unique de redéfinir le search, en fait, en changeant le search qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire on va passer en fait, vers la façon dont on va être capable de poser une question, et effectivement, c'est pour eux une opportunité d'aller d'aller attaquer la marge, la grosse margine de Google qui est complètement gigantesque sur le search et qui est en danger potentiel. Donc ils ont vraiment vu ça comme une opportunité. Mais Christophe, vous connaissez bien Microsoft, oui. Pour l'avoir fréquenté de l'intérieur. Oui. Ça vous a surpris cet investissement dans OpenAI de Microsoft? Non, j'ai trouvé... ça m'a rappelé un petit peu... Bon, c'est pour les vétérans de la tech, mais le moment où Microsoft ignorait l'Internet et où quasiment en une nuit, la société avait basculé en lançant Internet Explorer et finalement en se déclarant complètement favorable à Internet, en saisissant l'opportunité et en se redéfinissant avec ça, de la même façon qu'ils l'ont fait. Et de la même façon qu'ils auront dit de façon incroyable, alors qu'ils étaient vraiment très mal dans les années 2010, avec Azure, finalement, en faisant un standard et avec Office. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent, si je puis dire, de faire ça. Et effectivement, comme le dit Alain... Surtout quand on voit la dimension quand même de la compagnie, de l'entreprise. Ces revirements stratégiques, c'est pas simple à opérer. Oui, mais c'est ça qui fait ces entreprises. Parce que toutes ces grandes entreprises, quelles qu'elles soient, Microsoft, Meta, au bout d'un moment, on se sclérose un peu. Donc, est-ce qu'on est capable, et toutes les entreprises, toutes les bureaucraties s'effondrent à un moment donné. Donc, est-ce qu'on est capable à un moment donné de se remettre en cause et de garder cette agilité et cette volonté de pouvoir bouleverser un certain nombre de choses à tout moment? Et c'est ce qui fait que ces entreprises, comme Microsoft, comme Google, elles arrivent à être dans cette réflexion de destruction créatrice, y compris de ce qu'elles font elles-mêmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Microsoft ne l'a pas fait lui-même, il a investi dans OpenAI, alors que Google a voulu le faire lui-même. Or, c'est très compliqué de faire un changement de paradigme de l'intérieur. Vous êtes les rois du search, pourquoi vous allez faire du prompt? Toujours. C'est pour ça qu'ils achètent des startups et qu'ils les incubent et puis ensuite ils voient comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser. Attention, Nokia rachète WeThings et finit par le revendre parce qu'ils n'y sont pas arrivés. Mais on avait vu ce mouvement-là aussi dans d'autres industries qui sont par exemple l'industrie des médicaments. Pfizer l'avait fait notamment pour les vaccins ARN. C'est exactement ça. Je ne suis pas en capacité, moi, avec mon agilité et ma structure, à pouvoir le faire. Je me mets avec une startup qui, elle, a cette agilité. Je prends une participation capitale suffisamment importante pour que, à l'arrivée, si ça marche, je puisse prendre le produit et l'entreprise et l'intégrer dans mon système. Et si ça marche pas, j'aurais fait un investissement et je peux éventuellement m'en séparer ou l'abandonner. Et cette structure-là, ce mode de fonctionnement-là, Microsoft le fait très bien. Allez, on continue avec les GAFAM, avec la guerre Amazon, Elon Musk, on va dire, autour des satellites. Donc on a Amazon qui nous assure que son Internet sera bien plus performant que Starlink. Ça, c'est la nouvelle bataille qui se joue pour demain. Julien.
Il y a une bataille, effectivement, là encore une fois, concurrentielle, pour pouvoir apporter finalement un réseau qui puisse apporter Internet partout où il n'est pas présent, mais peut-être demain aussi venir concurrencer les FAI. C'est ce que je veux dire, parce qu'au départ, on parlait de la bataille satellitaire pour la connectivité de l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, on sait que ça peut concurrencer les offres actuelles des opérateurs. Très clairement, très clairement. Par contre, la question, moi, qui m'interroge énormément, c'est plutôt la gestion des débris spatiaux que ça peut éventuellement engendrer. On a déjà aujourd'hui une problématique assez importante qui se pose. Il y a des embouteillages finalement en orbite. Et là, on a quand même 2 opérateurs qui ont des moyens assez colossaux. Amazon d'un côté, la Galaxy Elon Musk de l'autre, qui envisagent de balancer encore quelques milliers, quelques dizaines de milliers, même pour ce qui concerne Elon Musk, de satellites supplémentaires pour construire ce réseau-là. Il risque d'y avoir un petit peu embouteillage et je me demande si on n'aurait pas intérêt plutôt de penser une utilisation de ces systèmes-là plutôt que éventuellement un empilement de ressources qui peuvent poser des problématiques. Ça semble envisageable, Julien, dans ce contexte concurrentiel féroce. Ça veut dire qu'il faut passer par de la régulation aussi, peut-être. Mais c'est même au-delà de ça. C'est qu'il faudra que les États acceptent de laisser une partie de leur pouvoir régalien. Parce que les télécommunications, c'est aussi l'armée, c'est aussi un certain nombre de choses. Et donc, les laisser uniquement à des compagnies privées, même si elles sont interopérées, interfaçables, c'est pas forcément souhaitable. Et je vois pas les Russes et les Chinois l'accepter. Je vois mal les Américains l'accepter totalement. Donc, il y a un problème aussi de ce type-là. Puis ça pose un autre problème, c'est qu'en fait, ces flottes n'ont une capacité que proportionnelle au nombre de satellites déployés. Donc, si tout le monde utilise les mêmes satellites, on va limiter le débit possible. Donc, on est obligé de déployer des dizaines de milliers de satellites. Un autre problème que ça pose, c'est que ces fréquences, elles sont mondiales et elles ne sont pas infinies. Et donc, quand la FCC dit à Elon Musk, avec SpaceX, tu as le droit d'utiliser tout ce spectre, il y a un tollé général parce que c'est autant de spectre de moins pour les Européens, mais on a OneWeb, mais pour les Chinois. Et voilà. Et si Kuiper s'y met avec Amazon, on va avoir une occupation du spectre universel, c'est un bien commun, utilisé à 70% par des Américains. Et là, ça pose un vrai sujet. Il ne faut pas oublier que quand Elon Musk fait une fusée réutilisable, c'est pour envoyer des satellites. Et pourquoi il envoie des satellites ? C'est pour contrôler l'accès Internet dans le monde. C'est sûr que c'est un risque. C'est un risque pour les opérateurs télécoms parce que de voir aujourd'hui, on pourrait être capable à terme, effectivement, notamment avec la miniaturisation des antennes, parce qu'aujourd'hui l'antenne d'Amazon, elle peut faire 2 kg, 28 cm. Bon, on sait très bien que dans 3 ans, ce sera 500 grammes et puis 10 cm. Donc il y aura. Et il y a une opportunité énorme aussi dans les marchés émergents qui représentent plusieurs milliards d'habitants qui n'ont pas forcément l'accès à Internet. Ça, c'est un marché énorme. Donc, Amazon, avec Amazon Prime Vidéo, avec tous ces outils. C'est sûr que on voit aussi le côté tentaculaire des GAFA et qui pensent très large dans leur façon de pouvoir avoir les outils à la fois de contrôle de l'infrastructure et des applications dessus. Ouais, et on se demande là aussi, notre conversation qu'on avait ensemble, mais jusqu'où ça peut aller Exactement. Bon. Très vite fait, Volkswagen qui défie Tesla à l'instant sur l'automobile. C'est bien, c'est la modèle 2 qui n'arrive pas. Juste quand même, je vais rappeler ça. Je suis Tesla depuis 2017. À chaque fois, je dis quand est-ce que Tesla va dépasser le grand constructeur qu'on connaît en Europe. Il a dépassé Porsche en 2019, il dépasse Audi l'année prochaine, il va dépasser Mercedes-Benz l'année d'après. Quand je le dis, tout le monde dit c'est pas possible, et puis après on regarde les chiffres, il suffit de prolonger les courbes. Je suis pas très malin, je prolonge les courbes. Donc c'est très bien que Volkswagen se réveille. Là, c'est Diess, le patron de Volkswagen, qui disait on est devant l'instant iPhone de la voiture. Ouais. Je ne suis pas sûr que l'industrie allemande de l'automobile sera encore leader dans 10 ans. Waouh! C'est lui le patron de Volkswagen. Donc il se réveille, c'est parfait. Il bouge vers les batteries, c'est très bien. Dans le puzzle Tesla, il y a la motorisation toute électrique, très bien. Il y a les batteries, très bien. Il y a le réseau, je ne sais pas ce qu'ils font. Et puis il y a l'absence de concessionnaires. Ouais. Et là, dans la série, je change de paradigme. Et je dis adieu mes concessionnaires, c'est un changement extrêmement compliqué. Il va falloir y aller doucement. Je ne sais pas comment ils peuvent faire, je ne sais pas. Une actu que vous vouliez partager, Julien, aussi, aujourd'hui avec nous. Une actu que je voulais partager, oui, qui peut être intéressante, c'est la perte parfois de confiance envers les résultats de recherche référencés par Google. On parle bien des liens sponsorisés. Donc il y a eu un début de polémique qui s'est enclenché sur les réseaux sociaux ces derniers temps,
notamment menée par des journalistes qui constatent, qui observent le fait qu'il y a de plus en plus de fake référencement, des sites qui sont ghostés finalement par des groupements un petit peu obscurs et qui essaient de finalement se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas et engranger finalement des transactions au passage. La question, c'est la confiance que l'on porte aux résultats de recherche qui sont apportés par un moteur de recherche. C'est ce qui a construit finalement le succès de Google, sa compétitivité, très clairement. La confiance et à la fois la facilité d'usage et la performance en matière de résultats. Si Google perd cette bataille de la confiance, ça peut dégringoler relativement vite. Ouais, mais j'imagine que c'est pas Google Search, pour eux, c'est un gros sujet. C'est un énorme sujet, parce que c'est 56% quand même des revenus au T4 du groupe Alphabet. Donc c'est leur vache à lait, très clairement. Et aujourd'hui, elle est contestée. On en a parlé à travers ChatGPT tout à l'heure, à travers aussi les jeunes qui s'en détournent pour faire des recherches. Donc là, il y a vraiment péril dans la demeure chez Google. Un moment difficile. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de ce débrief de l'actu tous ensemble. Merci Alain Staron, Artifil, Christophe Holnet, 72, Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie, et Philippe Latombe, député. Merci beaucoup. À suivre. Petite pause et ensuite, on va parler du Virtuality Summit Paris.